Aussi indéniable que puisse être le potentiel de gain avec le minoxidil et le finastéride, si tu ne respectes pas ces conditions particulières dont je vais te parler dans cette vidéo, tu ne verras jamais le plein potentiel de ces produits. Dans cette vidéo, je t'explique pourquoi 80% des hommes qui essayent de faire repousser leurs cheveux échouent et comment est-ce que toi, tu peux faire partie du 20% restant. Et oui, je pense que tu dois sûrement te poser la question, pourquoi j'écouterais les conseils d'un chauve sur comment faire repousser mes cheveux? Eh ben, sache que ça fait 4 ans que je traite ma calvitie et que j'ai quand même si je suis le crâne rasé, j'ai quand même réussi à récupérer une bonne partie de mes cheveux avec les tactiques dont je vais te parler dans cette vidéo. Et ma chute de cheveux, ça fait 4 ans qu'elle est stabilisée, ça fait 4 ans que ça ressemble à ça, donc c'est pas si mal que ça. J'ai quand même réussi à maintenir une certaine ligne et une certaine densité. Et là, je suis un peu dans l'attente éventuellement de faire des implants ou bien des tatouages de micropigmentation si j'ai envie de rester le crâne rasé, mais ça reste encore à voir. Enfin bref, j'arrête de me justifier et on va passer directement dans le vif du sujet. Premièrement, il se peut que tu aies mal identifié la véritable cause de ta chute de cheveux. Et ça, c'est particulièrement vrai pour le finastéride, parce que en soi, le minoxidil, c'est un stimulateur de pousse non sélectif, donc peu importe la raison pour laquelle tu perds tes cheveux, le minoxidil pourra aider. Par contre, le finastéride, il a un mécanisme d'action qui est bien particulier. Le finastéride bloque la production de 5-alpha-réductase, qui est l'enzyme responsable de la conversion de testostérone en dihydrotestostérone. Et la dihydrotestostérone, c'est l'hormone qui est responsable de la perte de cheveux chez l'homme lorsque tu es atteint de calvitie masculine, donc la fameuse calvasse, tu vois, le fer à cheval. Sauf que si tu identifies mal la cause de ta chute de cheveux et que ta chute de cheveux, tu la confonds avec une calvitie, mais qu'en réalité c'est peut-être une chute de cheveux qui serait due à une carence ou à des facteurs environnementaux, il se peut que le finastéride ne fonctionne pas pour toi. C'est même très probable. Et malheureusement, étant dans l'ère d'Internet, tu as sûrement envie de donner à Internet le rôle de ton médecin, mais en réalité, ton médecin, c'est lui qui va devoir décider quel est le traitement le plus adapté pour toi. Et il se peut que tu aies mal identifié ta chute de cheveux, et si ta chute de cheveux n'est pas due à une calvitie, et que tu prends du finastéride, bah tu vas continuer à perdre des cheveux, et tu vas être frustré parce que tu vas te dire, ah mais le finastéride ne fonctionne pas pour moi, mais si ça se trouve, tu as une perte de cheveux qui est due à une inflammation, ou bien à une infection fongique, ou je ne sais quoi d'autre. Donc c'est hyper important de bien identifier la cause pour pouvoir identifier la solution la plus adéquate à ta situation. Deuxième erreur à ne surtout pas commettre, c'est de ne pas identifier les causes sous-jacentes de ta calvitie. Ce que j'entends par là, c'est qu'il se peut que tu aies réellement une calvitie masculine, donc une perte de cheveux comme moi due aux hormones parce que tu as une génétique capillaire à chier. Mais il se peut aussi que cette cause première soit accompagnée d'autres causes secondaires qui pourraient ajouter de l'huile sur le feu. Je m'explique. Lorsque tu es atteint de calvitie masculine, donc qui serait causée par une sensibilité génétique à la DHT au niveau de ton cuir chevelu, les ravages de la DHT se font lorsque ton bulbe se régénère après une chute. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le cheveu passe naturellement par un cycle qui se répète, donc composé de plusieurs phases de vie du cheveu, entre guillemets. Donc tu as la phase de pousse, la phase anagène, ensuite tu as la phase télogène de repos, puis après la phase catagène et exogène, ou bien c'est l'inverse, je sais plus, je sais jamais. Mais bref, en tout cas, tu as ce cycle-là qui fait que ton cheveu pousse, ensuite il entre en phase de repos, et ensuite il tombe, et puis après il se régénère. Et lorsque tu es sensible à la DHT, c'est lorsque le cheveu se régénère, qui va se régénérer à chaque fois plus fin, plus faible et plus court, et puis un petit peu comme ça crépus, jusqu'à ce qu'il y ait juste un petit duvet blanc ou bien quasi rien du tout qui pousse, et là, bah, t'es cooked. Sauf que quand tu as une perte de cheveux qui est due à des facteurs environnementaux, c'est l'inverse qui se passe. Lorsque tu as une chute de cheveux, par exemple, qui serait due à malnutrition ou bien à du stress, ton cheveu va être poussé à entrer en phase de repos plus rapidement. Et lorsque ton cheveu entre en phase de repos, bah ensuite, c'est une mort certaine pour ton cheveu. Donc, si tu cumules ces deux problèmes, ça veut dire que ton cheveu tombe plus rapidement que d'habitude à cause des facteurs environnementaux. Et en plus de ça, à chaque fois qu'il se régénère, il se régénère plus faible. Donc si en ayant seulement une calvitie, tu étais prédisposé à devenir chauve d'ici 10 ans, bah avec des facteurs environnementaux qui s'ajoutent, qui causent une mise en repos prématurée de tes bulbes, peut-être que tu vas finir chauve en 5 ans au lieu de 10. Alors effectivement, tu as une calvitie, c'est la cause principale, mais cette calvitie est exagérée par ces facteurs environnementaux qu'il faut absolument prendre en compte. Je te mets à l'écran juste ici une liste
de tous les facteurs environnementaux qui pourraient causer ta perte de cheveux, qui sont, on va dire, les plus répandus et qui vaudraient la peine de tester si tu veux être sûr de ne pas avoir de cause sous-jacente de ta calvitie. Une erreur que beaucoup d'hommes qui souhaitent traiter leur calvitie commettent également, c'est de ne pas être assez patient. Et ça, je l'ai déjà dit dans plein de vidéos, et je l'ai déjà dit en coaching one-on-one avec les personnes qui ont pris des appels avec moi pour discuter de leur perte de cheveux. Et en général, ben, je comprends, on est dans une génération où on veut tout de suite, on n'a aucune patience, sauf que le fait est que les traitements anti-calvitie sont des traitements sur le long terme. Les seules deux raisons valables d'arrêter les traitements anti-calvitie, c'est un, si tu as des effets secondaires, deux, si tu as accepté de devenir chauve. Parce que si tu ne remplis pas l'un de ces deux critères, il faut que tu continues le traitement parce qu'il y a de fortes chances que le traitement tôt ou tard finisse par fonctionner, surtout si, comme je te l'ai dit précédemment, tu prends en compte également les facteurs secondaires qui pourraient exagérer ta calvitie et si tu as bien identifié le vrai problème derrière ta chute de cheveux. Donc pour te donner quelques chiffres, le minoxidil prend en général entre 6 à 8 mois pour exprimer ses premiers résultats et les résultats finaux du minoxidil peuvent prendre jusqu'à une année à venir, voire plus. Et avec le finastéride, c'est encore plus long. Les premiers résultats visibles vont arriver en général entre les mois 9 et 12 et tu peux avoir encore des résultats qui s'ajoutent au bout de 2, 3, voire 5 ans, ce qui est exceptionnel. C'est un traitement qui est vraiment à utiliser sur le long terme. Et comme je t'ai dit, si tu as des effets secondaires, voilà, là il faut arrêter, il faut passer à autre chose, il faut trouver d'autres alternatives dont je parle aussi dans mes vidéos. Mais sinon, reste patient parce qu'il y a de fortes chances que si tu prends ces traitements et que tu n'as aucun effet secondaire et que juste tu continues de vivre ta vie comme si de rien n'était, dans 2 ans, tu vas pas te reconnaître et en bien. Une autre erreur à ne surtout pas commettre, c'est de se laisser absorber par les histoires d'horreur sur les traitements anti-calvitie. Et ça, c'est particulièrement vrai pour le finastéride, même s'il y a quelques anecdotes un petit peu déplaisantes sur le minoxidil également, mais là, c'est souvent le finastéride qui est attaqué avec tout ce qui est post-finastéride syndrome, voilà, symptômes persistants, etc. Et malheureusement, ça, c'est juste le résultat d'une démocratie où tout le monde a le droit de poster son avis en ligne et tout le monde a le potentiel de propager son opinion et ses histoires fallacieuses dans le monde entier, s'il le veut. Et attendez, hein, je suis pour la démocratie, il n'y a pas de souci, mais parfois c'est vrai que certaines personnes, on se dit, ce serait peut-être mieux si ils restaient silencieux. Et on pourrait peut-être dire la même chose de moi. On pourrait dire, ouais, mais toi, tu prônes ces traitements, c'est ton opinion personnelle au final. Et en réalité, c'est pas vraiment mon opinion personnelle, c'est ce que la science démontre. Je ne suis qu'un passeur entre les faits et une formulation, on va dire, plus digeste pour que les personnes comme toi et moi puissent les comprendre. C'est extrêmement facile de se laisser convaincre par les anecdotes affreuses que tu peux trouver sur les forums au sujet du finastéride. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces anecdotes sont basées sur aucun fait scientifique valable, sont basées uniquement sur des anecdotes, et surtout, c'est des gens qui sont là sur Internet qui n'ont pas de visage en fait. Tu n'as aucune preuve de ce qu'ils avancent, et eux, ils n'ont aucune preuve de si ce qu'ils avancent est réellement causé par le finastéride. Ce que j'entends par là, c'est que, étant donné que rien que la dépression, par exemple, la dépression, on sait que c'est une maladie qui touche principalement les hommes. Ça, c'est un fait. Les hommes sont en général plus poussés à commettre des suicides, etc. Et puis, effectivement, si déjà la dépression est répandue chez les hommes, et que les hommes sont les personnes qui seront les plus portées à utiliser des traitements comme le finastéride, bah peut-être qu'il y a un lien de corrélation, mais pas de causalité. Et ça, c'est un concept dont je parle, j'ai déjà assez souvent parlé sur ma chaîne. Donc si tu veux voir plus de vidéos à ce sujet-là, tu peux les trouver en description, ou bien je les mettrai à la fin de cette vidéo. Comme ça, tu pourras cliquer et voir ce que j'entends par là exactement. Mais tout ça pour dire que dans ces situations où tu entends tout et son contraire, il faut que tu te poses la question, est-ce que je vais plutôt croire des personnes sans visage sur Internet, avec des pseudos anonymes, ou bien est-ce que je vais croire les études qui ont été portées à ce sujet-là, avec des méthodes non biaisées, avec des placebos, et qui démontrent par A plus B quels sont les réels risques et bénéfices de la molécule en question. Et si comme moi, parce que là tout ce que je te dis, ça vient d'un mec qui supporte plus le finastéride. J'en ai pris pendant 4 ans et maintenant je j'arrive plus à en prendre.
Donc si comme moi, tu ne supportes plus le finastéride, il te suffit d'arrêter et de l'utiliser soit par voie locale, soit de complètement arrêter le finastéride et d'utiliser d'autres molécules qui prennent en compte la charge androgénique sur tes bulbes, comme par exemple le Eucapil ou bien le KX826, qui sont, je pense, les deux meilleures solutions à ce problème. Sinon, tu as aussi le clascoterone, de son nom, on va dire un nom de code CB0301, qui est également un anti-androgène, mais celui-ci est un anti-androgène stéroïdien, donc il y a un peu plus de risques. Ou bien tu as encore le spironolactone, qui est aussi un anti-androgène que tu peux appliquer par voie locale, qui bloque les récepteurs androgéniques. Enfin, tu as plein de solutions alternatives pour prendre soin de tes cheveux et pour stopper l'impact néfaste de la DHT sur tes cheveux. Tu n'es pas obligé de te reposer sur le finastéride, mais il faut quand même garder en tête que le finastéride, ça reste le traitement le plus répandu, le plus étudié et dont l'efficacité est la plus prouvée. Donc c'est pour ça que c'est celui qu'on met en général le plus en avant. Cinquième erreur, et celle-ci peut paraître un petit peu contradictoire, mais tu crois que le minoxidil est une molécule active. Alors qu'en réalité, le minoxidil, si tu l'appliques sur ton bulbe et que la molécule de minoxidil reste minoxidil, elle aura aucun effet sur tes bulbes. Zéro. Pourquoi? Parce qu'en fait, le minoxidil est un pré-médicament. C'est-à-dire que lorsque le minoxidil entre en contact avec tes bulbes, il faut qu'il soit converti en minoxidil sulfate, qui est la molécule active qui, elle, va avoir un effet stimulateur sur la pousse des cheveux. Et pour que le minoxidil soit converti en minoxidil sulfate, il faut que celui-ci entre en contact avec l'enzyme sulfotransférase. Et malheureusement, 50% des humains sur Terre n'ont pas n'ont pas suffisamment de sulfotransférase dans leur cuir chevelu. Ce qui veut dire que 50% des hommes qui utiliseront du minoxidil pour traiter leur perte de cheveux ou bien pour stimuler la repousse n'auront aucun résultat. Et c'est assez fidèle aux résultats des études qui montrent qu'en général, les résultats sont satisfaisants dans 60% des hommes qui utilisent du minoxidil, ce qui est vraiment bas. Mais en fait, maintenant, on sait pourquoi. On sait que c'est dû au manque de sulfotransférase. Et ça, c'est juste génétique. C'est dû à un facteur génétique. Certains sont génétiquement codés pour produire de la sulfotransférase dans leur cuir chevelu et d'autres non. Mais fort heureusement, il existe deux astuces très simples pour pouvoir booster la production de sulfotransférase, on va dire artificiellement dans le cuir chevelu. La première, ça va être d'utiliser du rétinol ou bien de l'acide rétinoïque. Donc ce sont des molécules qui sont dérivées de la vitamine A, et lorsque tu les appliques sur ta peau, ces molécules accélèrent la division cellulaire et rendent ta peau plus belle, plus lisse, moins de rides, moins de boutons, etc. Et il s'avère que l'acide rétinoïque augmente la production de sulfotransférase dans le cuir chevelu, ce qui fait que ça rend le minoxidil plus puissant. Il y a même des études qui ont été faites qui cumulaient minoxidil et acide rétinoïque qui montrent que cette molécule augmente les résultats du minoxidil. Et en plus de ça, l'acide rétinoïque augmente également la porosité de la peau, ce qui veut dire que ta peau sera plus à même d'absorber les molécules bénéfiques que tu appliqueras dessus, telles que le minoxidil et tout ce que tu voudras appliquer d'autre, ça te regarde. Tu as une deuxième astuce qui, je trouve moins recommandable, mais libre à toi d'essayer, c'est le microneedling. Il a également été prouvé que le microneedling augmente la présence de sulfotransférase dans le cuir chevelu après seulement 3 semaines de traitement à base de une séance par semaine de microneedling, ce qui est franchement intéressant. Et en général, quand tu fais du microneedling, il faut rester dans des profondeurs de 0,5 à 1 mm. Ça sert à rien d'aller plus haut parce que en fait, tu vas juste te flinguer la peau et puis tu risques de faire plus de mal qu'autre chose à ton cuir chevelu. Mais voilà, ça c'est les deux astuces que je peux te donner pour booster les résultats de ton minoxidil en t'assurant que le minoxidil soit bien converti en minoxidil sulfate. Dernière erreur et sûrement la plus évidente, tu as des attentes irréalistes. Les traitements anti-calvitie qui sont disponibles aujourd'hui sur le marché sont extrêmement efficaces à faire ce qu'ils sont censés faire, c'est-à-dire stopper la chute de cheveux. Mais avoir des repousses, c'est un bonus. Tu vas forcément avoir quelques repousses, tu vas avoir une densification partielle de ta chevelure, sauf que si tu veux être satisfait des résultats que les traitements vont t'apporter, il faut que tu réalises une bonne fois pour toutes que ta chevelure ne sera plus jamais comme elle était avant que ta calvitie devienne notable. Il faut accepter que tes cheveux auront toujours une apparence différente qu'au début, et il faut te réjouir du fait que tes cheveux ne deviendront jamais pires que ce qu'ils sont maintenant, tant que tu continues le traitement bien sûr,
et qu'il y a de fortes chances que tu aies un petit peu de repousse ou bien une augmentation de l'épaisseur et juste de la santé de tes cheveux en général, ce qui peut déjà donner une apparence beaucoup plus dense et beaucoup plus agréable visuellement à tes cheveux, mais il faut jamais commencer les traitements dans l'espoir de revenir là où tu étais avant. Ça, je ne pourrais jamais le répéter suffisamment, c'est hyper important de réaliser ça, et c'est une réalisation qui fait mal, mais la vie c'est le changement, dans la vie on évolue, et l'apparence également évolue, et ça il faut l'accepter. Si tu veux en savoir plus sur la molécule finastéride, je t'ai fait une playlist que tu peux trouver juste là, où j'ai regroupé toutes les vidéos que j'ai faites sur le finastéride jusqu'à maintenant, et autrement moi je te dis à très bientôt.